Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du Conseil municipal de Dieppe en ce 25 avril. Alors, sans plus tarder, nous allons passer avec notre mot de bienvenue. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, encore une fois, bonsoir à tous. On a une belle foule ce soir pour toutes sortes de belles raisons. On reviendra là-dessus à l'item numéro 7.2. Alors, on va procéder avec maintenant appeler la réunion à l'ordre et confirmation qu'on a un quorum. On n'a seulement qu'un membre du conseil qui est absent à l'extérieur. Alors, on a un quorum. Et ça nous amène aux déclarations de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêts ce soir? Non? Alors, on peut, ça nous permet de continuer et de passer à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que je peux avoir une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour proposée par le conseiller Lantaigne, appuyée par la conseillère Turgeon-Roy sur la question? Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel que présenté. Maintenant, ça nous amène à l'item 7. Vous voyez comment vite ça peut aller? Puis j'ai été plus vite que ça sur mes patins. Mais ça, il y a longtemps de ça, par exemple. Alors, tout ça étant dit, l'item numéro 7.1, demande de renseignement des membres du conseil. Et ce soir, on est choyés. On a la présence avec nous de l'inspecteur Jolette qui se joint à nous ce soir. Il est même accompagné ce soir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur le membre, et puis les invités. Je vous ai fait comme promesse, il y a 2 ans, que j'aurais commencé à amener des gens, surtout les nouveaux, juste pour mettre un visage à un nom, aussi pour montrer quelle sorte de gens qui se font engager par la GRC et envoyés à Moncton. Malheureusement, il y a un incident qui est arrivé il y a 2 ans qui nous a comme mis les freins des roues. Mais là, on va commencer à faire ça. Je vous ai fait cette promesse-là. Donc, à toutes les réunions, je vais essayer de pogner un de nos jeunes juste pour vous les présenter. Puis lui ou elle vont pouvoir vous dire d'où ce qu'ils viennent. Donc, j'ai gendarme Guercelin Fortuné. Il est arrivé ici le 29 décembre de l'Académie à Regina. Donc, ça fait un petit peu plus que 4 mois qu'il est ici. Juste pour vous expliquer un petit peu, les gens qui vont à Regina à l'Académie, ils font 6 mois et demi d'entraînement à peu près. Il y a des gens de 19 ans, il y en a même qui ont 45 ans qui vont à l'Académie, qui veulent devenir policiers ou policières. Après le 6 mois et demi, on est affecté n'importe où au Canada, puis c'est comme que je disais au début, c'est comme un jeu d'or. Il y a une map du Canada, puis OK, où est-ce qu'on l'envoie, lui? On l'envoie là. Souvent, les gens bilingues, parce que c'est nécessaire pour venir au Nouveau-Brunswick comme recrue, il faut être bilingue. Puis ceux qui viennent du Nouveau-Brunswick, normalement, ils reviennent toujours au Nouveau-Brunswick. Si quelqu'un de Moncton applique pour aller dans la GRC, c'est fort probable qu'ils ne vont pas aller à Moncton, mais ils peuvent se trouver à Campbellton, dans la péninsule acadienne, à Bathurst ou d'autres coins où on a besoin de gens bilingues. Donc, Guercelin, c'est pas un Nouveau-Brunswickois, mais il va vous parler un petit peu, juste se dire d'où ce qui vient, puis qu'est-ce qu'il a apporté ici. Bonjour à tous, bonjour membres du conseil, bonjour membres du public. Bonsoir. Bonsoir, en fait. Mon nom, c'est Guercelin Fortuné, je viens de Montréal, principalement. Pour commencer, bon, j'ai toujours voulu être policier depuis, je dirais, l'âge de 17 ans approximativement. Ça a été un choix de carrière. J'ai été dans l'armée à 19 ans jusqu'à approximativement 21 ans. Je travaillais ensuite comme agent d'intervention en milieu psychiatrique et j'ai travaillé au service correctionnel du Canada quelques années ensuite pour ensuite atterrir éventuellement dans la GRC. J'aimerais dire merci à tout le monde de m'avoir bien reçu ici. Depuis que je suis arrivé, j'ai été très bien reçu par les membres de Moncton, Dieppe, Riverview en général. Ce que vous pouvez vous attendre à moi comme patrouilleur, c'est de vraiment que je me donne à 100% tous les jours pour servir le public du mieux que je peux. Merci au détachement de Kodiak aussi pour l'occasion de m'avoir donné la chance que vous m'avez donnée de travailler à Moncton.
Puis mon choix du Nouveau-Brunswick, c'est moi qui l'avais choisi. J'avais le choix de retourner à Montréal dû à ma situation familiale. Mais je savais que Moncton, en général, c'est connu pour être une bonne place pour acquérir de l'expérience. Puis c'est un public qui est vraiment plaisant de travailler avec. Merci à tous. Puis tu regrettes. Merci bien. Merci de ta présentation. Puis tu vas sûrement, si tu ne l'as pas encore appris, tu vas sûrement apprendre que la meilleure chose d'être au détachement de Moncton, c'est qu'il couvre aussi Dieppe. Définitivement, j'en doute pas. Merci bien. Merci. Donc, juste pour une autre petite partie, donc, on a quand même des policiers et des policières qui ne sont pas bilingues. On a des postes anglais seulement. Quand on choisit qui est-ce qui va patrouiller dans quelle zone, normalement, les anglophones, on n'a pas beaucoup, mais ils vont patrouiller surtout à Moncton Riverview. À toutes les fois qu'on organise notre corps de travail, vraiment, si on a un appel qui va sortir de Dieppe, c'est quelqu'un comme Garcelin qui va répondre, quelqu'un qui va pouvoir servir les gens dans le langage de leur choix. Donc, le français, surtout pour Dieppe. C'est sûr qu'on a du monde de tout partout, mais c'est tout le temps ça qu'on essaie de faire. Point de vue rapport, j'ai juste quelques points avant que si vous avez des questions. Donc, encore une fois, j'ai dit, dernière réunion, c'est le beau temps. Petit rappel que les pneus avec des clous ne sont plus permis. Donc, il faut assurer d'enlever ça, mettre les pneus d'été. Puis, on les entend bien s'en venir sur le chemin. Donc, c'est important de faire ça, mais aussi c'est sûr que les gens vont sortir des autos qui ont passé les derniers 6 mois à l'abri, des autos peut-être un peu plus puissants, modifiés. C'est de juste suivre les limites de vitesse et les panneaux d'arrêt. Les panneaux d'arrêt, ce n'est pas une suggestion. Puis les feux de circulation. L'école va bientôt être finie dans les prochains mois, donc il va y avoir beaucoup de gens qui vont être partout en bicycle à pied. Donc, il faut juste être plus vigilant. Suite à ma partie, il va falloir que je quitte parce qu'on a eu plusieurs incidents graves aujourd'hui dans le Grand Moncton. Il n'a pas eu à Dieppe, c'était surtout à Moncton, mais je voulais juste souligner, comme que j'ai fait dans le passé, que quand des incidents de ce genre-là arrivent, il y a tous les policiers et policières de Kodiak, mais aussi, on appelle le monde en renfort. Comme aujourd'hui, j'ai eu un briefing avec les crimes majeurs, puis il y avait une salle de 15 policiers et policières qui étaient là. Il y en a qui sont de Fredericton, de Bathurst. On amène tout le monde quand on a quelque chose de grave, peu importe si c'est à Dieppe, Moncton ou Riverview. Donc, eux vont continuer à travailler là-dessus, puis il va y avoir d'autres rapports aux médias qui vont sortir dans les prochains jours. La dernière affaire, c'était juste souligner le travail de l'équipe de réduction de la criminalité. C'est notre équipe CREW qu'on appelle. C'est eux qui font l'emphase sur les citoyens qui causent le plus de mal dans la communauté. Ils travaillent aussi contre les stupéfiants. Ils ont fait 2 perquisitions la semaine passée pour des armes à feu et de la drogue. Donc, c'est juste des mauvaises affaires qu'on continue à enlever sur le terrain et mettre le monde responsable à l'ordre. Donc, je suis ouvert, comme d'habitude, à n'importe quelle question si vous en avez. Merci. Questions, commentaires de la part des membres du Conseil. M. Brideau. Merci, M. le maire. M. Jolette, je voudrais juste te dire merci. Les dernières réunions qu'on t'a entendues virtuelles, tu nous as mentionné que vous attendiez une nouvelle équipe de recrues qui devait arriver. Et je l'ai entendu également du surintendant justement à la dernière réunion du CRPA. Et également, je veux juste souligner à tout le monde que, tu me corrigeras si je ne suis pas correct, là, on aura possiblement une équipe de policiers à bicycle, à cyclisme cet été qui va se promener dans notre région. Un gros merci pour ton effort, M. Jolette. C'est juste pour souligner ça, c'est un bon point aussi. On a en ce moment 16 policiers et policières à Kodiak qui sont entraînés pour l'utilisation du bicycle patrouillé. Le monde peut penser que c'est simple, mais c'est plus compliqué qu'on pense faire la patrouille en bicycle. Il y a certaines tactiques qu'ils utilisent, puis c'est des gens qui sont en forme plus que moi. Puis on vient juste de toutes les phases, les faire arranger les bicycles chez Mike's Bike Shop à Dieppe. Ils sont prêts. On a 16 qui sont entraînés, puis on va entraîner un autre 6 policiers
dans le prochain mois. Donc, c'est ça qui est le but, c'est de l'envoyer pas seulement dans le centre-ville proche de chez nous, c'est un peu partout. Il y a des trails partout. C'est juste montrer cette visibilité-là. Donc, si les gens voient 2 policiers en bicycle à pédales, ne sont pas en chemin pour la maison, sont en train de patrouiller. Ils peuvent répondre les appels comme n'importe qui d'autre. Merci bien. Autre question? Je n'en vois pas d'autres. 1 fois, 2 fois. Parti. Merci bien. Merci pour votre présence. Bienvenue chez nous. Puis bon succès dans ta carrière. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci bien. Alors, nous voici déjà rendus à l'item 7.2, remise des certificats, semaine de l'action bénévole. Alors, je dois dire que pour moi, il me fait grandement plaisir de vous accueillir ici en cette journée de remise de certificats dans le cadre de la semaine de l'action bénévole. Il s'agit de l'opportunité de souligner votre apport indispensable à notre communauté. Puis, vraiment, chez nous, à Dieppe, on est vraiment choyés en termes de la qualité de nos bénévoles qui s'impliquent dans la communauté, dans certains cas depuis un bon nombre d'années. Mais c'est aussi toujours un plaisir de voir les jeunes visages qui viennent s'ajouter dans différentes organisations pour participer à la vie communautaire chez nous, ici à Dieppe. Alors, sous le thème « Le bénévolat et l'empathie en action », cette semaine est l'occasion de prendre un temps d'arrêt pour vous remercier de votre implication dans notre belle communauté. Alors, toutes mes félicitations aux 9 récipients du titre de bénévole de l'année ici ce soir. Et conjointement avec cette remise de certificat, il y aura un hommage aux bénévoles aussi qui sera présenté au Centre du bénévolat, présenté par le Centre du bénévolat du Sud-Est le 7 juin prochain. Et il y aura plus de détails qui restent à venir sur cette célébration-là. Alors, sans plus tarder, je demanderai à notre bon ami Jonathan de s'avancer, puis de commencer les cérémonies officielles. Tu as allumé ton micro? Oui. Okay. C'est bon, monsieur le maire, vous pouvez... Bonjour, membres du conseil, membres du public. Mon nom, c'est Jonathan Desroches. Je suis un agent communautaire pour le service des loisirs de la ville de Dieppe. Je suis nouveau, fait que c'est peut-être la première fois que vous me voyez. J'ai rencontré une couple de conseillers en fin de semaine. Merci beaucoup d'être venu pour le jour de la Terre. Comment? Oui. Je suis habillé un petit peu différemment aujourd'hui. OK, fait que ce soir, ça me fait plaisir de vous présenter les bénévoles de l'année. On va commencer avec Christine Lévesque du club de patinage Lame d'Or de Dieppe. Christine, elle est mère de 2 enfants et résidente de Dieppe. Elle est impliquée avec le club pour les 7 dernières années. Son travail acharné et son dévouement durant la pandémie ont aidé à la survie du club. Et Christine, elle est vraiment bonne avec les jeunes, communication efficace et elle est une très bonne leader. Christine, si tu voudrais bien. Le club de patinage artistique, c'est très spécial parce que longtemps passé, dans une autre vie, presque, j'avais 3 filles qui faisaient du patinage artistique ici à Dieppe. Mon épouse était présidente de l'association. Fait que c'est toujours... on se sent plus proche de ces groupes-là des fois que d'autres groupes. C'est un club qui est bien établi. Bien établi. Merci. Merci à toi.
chose. OK. Le deuxième membre, c'est Jonathan Dubé, du corps de cadette de l'armée 3006 de Dieppe. Il est un ancien cadet lui-même, aide avec la planification et la gestion des entraînements virtuels. Il est un homme de confiance qui participe aux activités du groupe. Jonathan. Pas de danger pour le Kodak, hein, avec deux beaux garçons comme ça. Sérieusement. Parfait, merci. Félicitations à ta cadeau aussi. Merci bien. C'est un beau travail. Tellement important comme organisation. OK, on va poursuivre avec Dave Scott du Centre des jeunesses musicales du Canada de Dieppe. Son projet Stella Orchestra offre des expériences de concert inclusives et accessibles dans tout le Nouveau-Brunswick. Il est également le vice-président du conseil d'administration depuis 2019 et est responsable des publications sur Facebook. Dave? Il ne faudra pas oublier d'en prendre une là aussi. C'est faux. Ça va, c'est bien. Félicitations et merci beaucoup pour ton travail. Merci à vous. Merci. OK, la quatrième bénévole, c'est Paula Morin du Centre des arts et de la culture de Dieppe. Elle est présentement la présidente du conseil d'administration. Paula est une fervente amatrice et consommatrice des arts et de la culture depuis son jeune âge. Elle participe à presque toutes les activités du Centre des arts de la culture de Dieppe et est même prête à donner main forte lors des événements les plus occupés. Elle est une professionnelle de la qualité dans le monde de la petite enfance. Les sujets de sécurité et santé au travail lui tiennent particulièrement à cœur. Elle est d'ailleurs à l'origine du récent processus de mise à niveau du Centre des arts et de la culture de Dieppe en la matière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Belle contribution. Bien apprécié. OK, la dernière personne en présentiel ce soir, Sylvie Kirkpatrick de l'Association de ringuettes de Dieppe. Elle est directrice des gérantes et entraîneuse d'une équipe. Elle est un membre d'un comité communautaire avec Ringuettes Nouveau-Brunswick. Elle a également aidé à mettre sur pied un programme communautaire de ringuettes au printemps. C'est... Merci bien, merci à toi. C'est évident que la ville de Dieppe est une ville qui bouge beaucoup, puis on le voit, puis quand on voit autant de gens s'impliquer, c'est vraiment ce qui fait la force de notre communauté. Et on vous remercie beaucoup pour tous les efforts que vous y mettez. Tout le monde en bénéficie. Alors, c'est ça qui est bien, c'est de voir tous les gens qui bénéficient du travail que vous faites tous dans vos secteurs spécifiques, mais en général, tous les bénévoles qu'on a à Dieppe, on est vraiment choyés de ce côté-là. Merci encore une fois. C'est correct si je présente les capos aussi, même s'ils ne sont pas ici? Oui, bien sûr. Okay. C'est correct que moi je ne suis pas là non plus? Oui, OK, on a 4 absents ce soir. Fait que notre 6e nominé est Patrick Bourbonnais du club de soccer de Dieppe.
et père de 2 enfants, entraîneur et membre du conseil. Il aide avec le programme de mini-soccer et sa présence constante et vision ont aidé grandement lors de la pandémie. Merci beaucoup, Patrick. OK. La 7e bénévole est Chantal Degrasse du Salon du Livre de Dieppe. Elle est une membre active du conseil pour les 2 dernières années. Elle siège également à un comité conjoint, soit le comité de programmation. Elle a aidé au bon déroulement du Salon du Livre en 2021. Merci beaucoup, Chantal. Le 8e est Roland Richard, club de ski de fond Kodiak. Il est un bénévole et membre du comité de longue date. Il a un rôle important dans l'organisation des équipements de qualité pour les séances des jeunes. Merci beaucoup, Roland Richard. Et puis le dernier nominé de la soirée, Noël Cormier, du club de canotage coureur de rivière. Il est un membre actif de l'association. Il a créé le club en 2000. Il fait des dons au club pour augmenter les connaissances des membres et assurer la relève. Merci beaucoup à Noël Cormier. Bien, merci beaucoup, Jonathan. Merci à toute l'équipe de notre service des loisirs pour ces belles présentations-là. Je ne vais pas me répéter, mais je pense que vous savez comment on tient à cœur l'impact que vous avez sur notre communauté de Dieppe. C'est bien apprécié, puis on vous encourage bien à continuer. Alors, vous êtes bienvenus de rester sur place, si vous voulez, pour entendre la présentation des états financiers de la ville de Dieppe. Alors, ça, plus excitant que ça, je sais pas qu'est-ce qu'il y a de plus excitant que ça, là, mais vous êtes bienvenus de demeurer, mais on ne vous blâmera pas si vous décidez de partir. Monsieur le conseiller Brideau voulait sans doute remercier les gens puis tout ça. Oui, merci, M. le maire. Bravo à tous ces gens, tous nos gens de Dieppe qui donnent du temps à leur activité. Félicitations. Je m'en voudrais de ne pas mentionner la dernière semaine également de bien des bénévoles sous la tutelle de M. Desroches en arrière. Il y a beaucoup de gens qui ont participé au nettoyage de nos rues à Dieppe. C'est super, le beau travail qui a été fait. J'ai rencontré différentes gangs qui étaient un peu partout. Je n'ai pas pu toutes les voir, mais le travail a été accompli, le travail a été fait. Alors, merci aux gens qui nous écoutent ce soir par l'entremise de l'ordinateur, etc. Mais bravo à tout le monde. Merci. Merci bien. Alors, sans plus tarder, on va vous donner un petit espace de partir si vous voulez partir. On ne sera pas offensé, puis je suis convaincu que Mme Lise ne sera pas insultée non plus. Bonne chance avec vos finances. On entend des rumeurs que ça va très bien. Alors, bonsoir, Mme Casey, bienvenue. Bonsoir. Ça me surprend qu'ils sont partis. Pourtant, c'est super intéressant, les états financiers. Mais... Je sais pas, moi, je comprends pas ça. Bon. Ça fait qu'à soir, je vais vous présenter les résultats de l'audit pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2021 pour la ville de Dieppe. Donc, premièrement, je confirme qu'on a effectué l'audit selon les normes canadiennes d'audit. Aussi, je confirme que nous sommes indépendants de la ville comme telle, quelque chose qui est très important en tant qu'auditeur. Les états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.
Donc, vous avez probablement remarqué qu'il y a des grosses divergences dans les chiffres entre les états financiers versus la comptabilité par fonds à l'interne. Donc, nous partons de la comptabilité par fonds, que la comptabilité que les municipalités utilisent, et puis nous devons faire des ajustements pour l'apporter aux normes comptables du secteur public. Moi, l'état financier audité, c'est le secteur public, mais les chiffres que Stéphane présente annuellement, vos budgets, c'est la comptabilité par fonds. Et puis, au niveau de l'audit, donc on va émettre une opinion d'audit sans réserve, donc il confirme que les normes sur la comptabilité du secteur public ont été respectées. Et puis, une fois qu'ils seront disponibles, on va réviser votre rapport annuel, car il inclut les états financiers, donc on doit le réviser avant sa publication. Vos états financiers, ils sont consolidés, donc il veut dire qu'il inclut tous les fonds de la ville de Dieppe, mais également expansion Dieppe et gestion 1604. Donc, les trois sont inclus dans vos états financiers audités. Donc, ici, je vais faire un petit sommaire de vos principaux revenus. Donc, au niveau de l'exercice 2021, comme à chaque année, c'est le mandat d'imposition ou les impôts fonciers qui est votre plus gros revenu pour la ville. Donc, pour 2021, le revenu s'élevait à 53,7 millions, donc une augmentation de 400 000 comparativement à 2020. Les ventes de services, qui est principalement l'eau et égouts, des revenus de 13,3 millions comparativement à 12,3, donc une augmentation de 1 million. Les contributions aux immobilisations d'autres gouvernements, ici, c'est les subventions reçues pour vos immobilisations. Il s'élève à 3,8 millions en 2021 comparativement à 8 millions en 2020. Donc ici, une réduction de 4,3 qui était principalement reliée à l'Uniplex, que vous avez eu des grosses contributions. Et puis vos autres revenus qui diverses catégories, 2021, il y en avait pour 11 millions comparativement à 9,1 millions en 2020. Donc une augmentation de 1,9. Donc les revenus total pour 2021 sur la comptabilité du secteur public était 81,9 millions comparativement à 82,4 l'année antérieure. Donc, une réduction de 980 000. Au niveau des dépenses, donc ici, par catégorie, les dépenses principales, donc vos dépenses plus élevées, si vous voulez, c'est au niveau des services de transport. Donc ici encore, c'est sur la comptabilité du secteur public. Donc pour 2021, c'est à 14,6 millions comparativement à 14,2 en 2020. Donc une augmentation de 356 000. Le service de protection, qui est l'autre catégorie de dépenses le plus élevée, s'élève à 13,9 millions pour 2021 comparativement à 13,2 en 2020. Donc une augmentation de 736 000. Au niveau des services récréatifs et culturels, les dépenses de 2021 étaient 11 millions comparativement à 9,7 en 2020, donc une augmentation de 1,2 million. Et vos autres dépenses qui totalisaient 24,8 millions comparativement à 23,5, donc une augmentation de 1,2, qui fait vos dépenses totales pour 2021 à 64,5 millions comparativement à 60,8 en 2020, donc une augmentation de 3,6 millions. Et si on regarde le total des revenus moins le total des dépenses, donc ici qui démontre votre excédent, encore une fois, selon la comptabilité du secteur public. Donc pour 2021, vos revenus moins vos dépenses vous donnent un excédent de 17,4 millions comparativement à un excédent de 22 millions en 2020. Donc une réduction de l'excédent de 4,6 millions. Au niveau de la comptabilité par fonds, donc ici, je vais juste donner le surplus. Stéphane va vous présenter plus de détails suite à ma présentation. Donc, votre comptabilité par fonds a démontré un surplus au niveau du fonctionnement général de 589 568 $ et un surplus au fonds eau et égouts de 510 803, qui fait le surplus total de vos deux fonds de fonctionnement à 1,1 million. Donc, au niveau de la conciliation, donc simplement pour vous donner une idée des plus gros items qui sont ajustés lorsqu'on passe de la comptabilité par fonds à la comptabilité du secteur public. Donc, comme vous avez remarqué, il y a quand même une grosse différence entre le 17,4 millions versus le 1,1 million. Donc, les dépenses ou les ajustements principaux sont les suivantes. Premièrement, les contributions en immobilisation des développeurs. Donc, dans la comptabilité du secteur public, c'est un revenu, mais de la comptabilité par fonds, ce n'est pas inclus. Donc, il y a 5,3 millions
de différence. Les dépenses de capital de l'opération, 3,7 millions. Ici, c'est une dépense de la comptabilité par fonds, mais non dans la comptabilité du secteur public. Le remboursement de la dette à long terme. Donc, dans votre comptabilité par fonds, le remboursement de la dette est considéré une dépense. Mais dans la comptabilité du secteur public, ce n'est pas une dépense. Donc, on ajoute 8,3 millions au résultat ou à l'excédent de la comptabilité du secteur public. Les transferts aux réserves, donc des transferts, ça n'existe pas, si vous voulez, dans la comptabilité du secteur public, donc c'est éliminé. Donc, c'est une dépense qui est exclue dans vos états financiers audités, donc qui était quand même 7,8 millions. Et puis, dans la comptabilité du secteur public, on ajuste pour de l'amortissement des immobilisations. Donc, ça ressemble plus des états financiers d'une compagnie privée où on prend l'amortissement des immobilisations. Donc, dans vos états financiers audités, on a ajouté une dépense de 12,8 millions reliée à l'amortissement. Et puis, finalement, les excédents d'avant-dernière année, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la comptabilité du secteur public. Donc, ces profits sont exclus de la comptabilité du secteur public. Et puis, au niveau des fonds de réserve, donc ici, je démontre le solde de vos fonds de réserve au 31 décembre 2021. Donc, vous remarquerez qu'en général, vos réserves vont augmenter suite à des résolutions que vous passez, qui doivent venir de résolutions du Conseil. Donc, au niveau de la réserve de fonctionnement général, votre fonds de réserve à la fin décembre 2021 s'élève à 2,9 millions, comparativement à 2,8 à la fin 2020. Votre réserve de capital général s'élevait à 15,9 millions à la fin décembre 2021, comparativement à 10,5 à la fin 2020. Donc, une augmentation de 5,379 millions. La réserve de fonctionnement eau et égout, vous terminez l'année à 662 000 de réserve, comparativement à 639 000 à la fin 2020. Et la réserve de capital eau et égout, vous terminez l'année à 2,5 millions, comparativement à 3,1 millions à la fin 2020. Puis je veux juste soulever que les réserves de fonctionnement, vous êtes limité dans le montant que vous pouvez transférer. Donc, c'est une limite de 5 % du budget d'opération de l'année antérieure. Puis vous respectez les critères à la fin de l'exercice. Au niveau des ratios financiers, donc ici, c'est un ratio que j'aime de voir annuellement pour voir la progression. Donc, le premier, c'est un ratio, je le nomme le ratio financier, mais il représente l'intérêt et le capital que vous payez annuellement sur la dette, sur vos débentures, en pourcentage des dépenses totales de votre fonds de fonctionnement général. Donc, en d'autres mots, ça représente, si vous regardez l'année 2021, le 13,53 %, ça représente, lorsque vous prenez votre fonds de fonctionnement en général, il y a 13,53 % des dépenses qui est les paiements principaux et intérêts sur la dette. Donc, plus bas est le ratio, mais ça veut dire que les fonds que vous avez qui proviennent des impôts fonciers, mais il y a un moins gros pourcentage qui est utilisé pour le repaiement de la dette. Donc, plus bas est le ratio, un peu mieux que c'est, mais quand même, ce n'est pas mauvais d'avoir de la dette. Il faut quand même investir dans la croissance. Ça fait vous remarquerez que le ratio était plus élevé les années 2013, 2014, il y a quand même eu une croissance, donc beaucoup plus d'investissement dans l'infrastructure, plus de dettes, et un budget de fonctionnement un peu moins élevé aussi, donc il faisait que le pourcentage était plus élevé. Mais lorsqu'on compare 2018, 2019, 2021, donc vous voyez qu'il y a une décroissance du ratio. Donc, qui est bien, qui veut dire qu'en pourcentage, vous avez moins de dépenses en principal et intérêt sur la dette. Au niveau de l'immobilisation, donc ici, je démontre les investissements que vous avez faits. Donc ici, c'est le montant, le coût que vous avez investi en immobilisation. Donc, pour 2021, ça s'élevait à 10,8 millions. Puis vous voyez que 2020-2019 étaient quand même des grosses années, mais qui incluaient le Uniplex, donc quand même, qui était un gros du montant. Mais 2020, vous avez quand même investi environ 10,8 millions en immobilisation. Et puis au niveau du solde de la dette, donc ici, vous remarquerez que le solde de votre dette diminue, qui explique probablement aussi pourquoi que votre pourcentage ou votre dépense reliée au paiement de la dette est moins élevé en 2021. Donc, votre solde au 31 décembre 2021 s'élève à 68,9 millions, en comparaison à 77,4 millions à la fin 2020.
Et puis ici, c'est simplement une comparaison de votre budget de fonctionnement que je compare avec la valeur d'imposition. J'avais fait une statistique. Donc, au niveau de votre budget total de fonctionnement, donc pour 2021, était 59,5 millions. Donc, votre budget va augmenter de 1,3 %. Et puis, la valeur imposable, selon les impôts fonciers, s'élève à 3,2, c'est pas des millions, ça serait des milliards. Donc, elle va augmenter de 0,7 %. Mais juste si vous comparez de 2012 à 2021, donc les derniers 10 ans, au niveau de votre budget total, il a augmenté de 44,9 % et votre valeur imposable a augmenté de 38,4 %. Donc, il y a quand même eu une belle croissance au niveau de la municipalité ou de la ville. Donc, ça termine ma présentation. Est-ce qu'il y aurait des questions? Question de la part des membres du Conseil. Madame Godbout. Merci, Monsieur le maire. Plus tard, on va regarder les états financiers en détail, mais est-ce que si on avait des questions en lien, est-ce qu'on les pose ici ou on attend plus tard? Oui, tu peux les poser ici. Tu peux les poser ici? OK, merci. Excuse-moi, je vais descendre ma petite liste, là. C'est pas long. Je ne voulais pas suggérer qu'elle était longue. J'ai une question à savoir, lorsqu'on regarde les états financiers et puis particulièrement les notes que vous donnez dans votre rapport de l'auditeur indépendant, il y a des mentions au niveau de votre niveau de confort avec nos contrôles internes. Okay? Alors, si vous aviez identifié des enjeux ou s'il y avait quelque chose, vous aviez des enjeux au niveau des contrôles internes. Pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce que vous regardez à cet aspect-là? Est-ce que c'est juste un regard haut placé ou est-ce que vous regardez plus en détail? En particulier, par exemple, des choses au niveau de fraude ou d'autres choses comme que tu as indiqué qui sont plus difficiles à détecter. Là. Alors, je me demandais quelle sorte de regard que tu avais regardé là-dessus avec la ville. Oui. Ça fait qu'un audit comme tel, l'objectif n'est pas de détecter la fraude, mais ça fait quand même partie, si tu veux, de l'audit. Donc, lorsqu'on planifie l'audit, on doit s'assurer qu'il y a des contrôles suffisants pour qu'on puisse donner une opinion aux états financiers. Donc, nous, on a quand même de l'importance relative, mais on doit quand même faire des travaux, des tests, si tu veux. Donc, on prend connaissance des contrôles, être sûr qu'il y a de la séparation de tâches dans vos cycles, donc que ce soit OIGO, fonctionnement général, tous les aspects financiers. Et puis, lorsque l'on fait un test de cheminement, on regarde toutes les étapes qui approuvent, etc. Donc, on va avoir un confort qu'il y ait des contrôles en place suffisants pour qu'on puisse émettre une opinion sur les états financiers. De là, on fait des travaux, genre de testing, si tu veux, des échantillons aléatoires basés sur les normes d'audit. Donc, les normes d'audit définissent que tu dois évaluer c'est quoi le risque par cycle. Et puis, dépendamment du risque, tu fais soit plus ou moins de procédures. Donc, c'est toujours par échantillon. On fait des procédures analytiques basées sur le risque et sur la matérialité aussi. Donc, on audit un montant qu'on dit qui n'est pas matériel, donc qui n'est pas important, qui ne fausserait pas un lecteur d'état financier. Donc, disons qu'il y a une erreur de 10 000 dans les états financiers de la ville de Dieppe, ça ne fausserait pas un lecteur, donc on dit que ce n'est pas important. Mais on fait des travaux, ce n'est pas des travaux d'audit interne qui est vraiment comme un risque, mais il y a quand même des travaux qui sont faits pour s'assurer que les contrôles sont en place pour que s'il y a de la fraude, que probablement qui serait pas diagnostiquée, mais probablement trouvée. C'est tout? Oui, non, j'ai une deuxième question. Oui, allez-y. Je suis curieuse. On a parlé au niveau de la table dans les dernières années, notre politique de gestion des actifs, qu'on apprécie beaucoup le travail que les gens font. On a regardé aussi des politiques de gestion des actifs naturels et différentes choses comme ça. Est-ce que ça rentre dans la comptabilité publique ou est-ce que c'est mis à part et séparé? Ça serait surtout mis à part. Nous, si tu parles des actifs, je sais qu'il y a un logiciel qui est utilisé pour la gestion des IMO. Donc, nous, est-ce que les IMO sont bien comptabilisés? Fait que nous, c'est vraiment le focus financier, si tu veux. Fait que je ne suis pas certaine qu'on voit un détail comme tel. Là. Je pense que c'est ma dernière question. Dans votre note numéro 7, au niveau des avantages sociaux futurs, on parle de les congés de maladie, les autres choses qui sont disponibles. Est-ce que quand vous regardez, je vois que vous nous donnez des indications de l'application, pas nécessairement une valeur, mais est-ce que vous regardez s'il y a eu des
accroissements, décroissements, ou comment est-ce que ça peut représenter comme pourcentage? J'ai pas vu de commentaire sur le taux d'accroissement de ça dans les dernières années. Je vois juste le montant, mais j'ai pas de point de référence pour dire si ça c'est plus haut, plus bas ou comment y penser. Juste que vous sachiez, les congés de maladie sont évalués par un actuaire externe, puis nous, chez EY, on utilise nos actuaires à l'interne pour valider que les chiffres sont corrects. Ça fait qu'il y a des travaux de fait, mais aux états financiers, la divulgation, c'est ça qui est standard et qui doit être mis aux états financiers. Ça fait que si jamais tu veux plus d'informations, vraiment Stéphane pourrait fournir. Parfait. Même chose au niveau de la pension, je présume. Exact. OK. Non, ça va. Ils sont longs, les états, là, fait qu'il y en avait beaucoup. Ah oui, OK. Je voulais m'assurer que j'avais bien fait la lecture du réel et du budget au point, à la note 20. Au niveau des subventions, est-ce que j'ai bien compris qu'on a peut-être dépassé en 2021 nos subventions par un montant, un pourcentage de peut-être à peu près de 20 à 25 potentiellement? Je regarde à la page 25, je pense, des états financiers. Je ne sais pas si ça, des fois, c'est dans les subventions autres. Et je vois des montants là, d'à peu près 100 000 de différence. La page 25, c'est vite? Oui. La note 20. Ah, la note. Oui, la note 20. Je fais la comparaison entre le réel et le budget de 2021. Des fois, il y a des interactions entre les notes qui font en sorte que c'est pas aussi haut que tu pensais, là. Oui. Autre. Sous autres services d'administration générale, subvention autre. C'est ça. Je pense, Stéphane, ça aurait... Mais oui, ça veut dire que votre réel était plus élevé que le budget. OK. On a vu d'autres places où c'est plus bas de 100 000 sur d'autres choses aussi. Là, fait que dans le transport, il y a d'autres choses. Là, fait que, mais je vais reconnaître ça aussi. Ouais. Puis je pense que c'était... Je suis certaine qu'on peut trouver, c'est quoi les... Ça, j'ai pas les détails devant moi, là, mais on peut trouver c'est quelle subvention quand t'es... Ou ce qui était sur du budget. Puis Stéphane peut vous faire part. Je pense qu'on était au courant. Ouais. OK. Merci. C'était le total de mes questions, à moins que Stéphane avait ajouté de l'information. Je voulais juste m'assurer que j'avais bien lu l'état financier. Oui. Merci. Quelqu'un d'autre? Sinon, merci pour la présentation. Et puis, il y aura une résolution à venir plus tard. Un peu plus tard. Merci. Merci bien. Monsieur Thériault, à votre tour. Vous êtes chanceux, c'est pas fini encore. Oui. Puis pour la question sur les subventions, c'est une subvention qui avait passé en fin d'année de montant d'une centaine de mille de dollars pour créer une bourse d'études, là, si je me rappelle bien au niveau médical. Là. Médical. C'est là que vous avez... Merci. OK. Bon, bonsoir, membres du conseil, membres, collègues de travail et membres du public qui nous écoutent en grand nombre ce soir. Donc, un peu pour faire le parallèle... Un peu pour faire le parallèle à ce que c'est que Mme Cassie vient de vous présenter, c'est vraiment pour mettre un petit peu plus de viande sur qu'est-ce que c'est que nous, parce que c'est notre outil de travail, c'est vraiment la comptabilité par fonds et non la comptabilité par le secteur public. Comme vous pouvez voir, on a passé de 17 millions à 1 million, qui est vraiment... Donc, moi, c'est vraiment le 1 million que je vais vous présenter ce soir. Et puis, on a près de 600 000 au niveau du fonds de fonctionnement général, qui est le surplus, donc 590 000, et 511 000 de surplus au niveau de l'eau et l'égout. Donc, c'est là-dessus que moi, je vais focuser ce soir, vous donner un petit peu plus de détails là-dessus. Peut-être vous mettre une mise en contexte avant que je vois là-dessus. Donc, on se situe, lorsque c'est qu'on commence nos sessions budgétaires, donc on commence à travailler notre budget pour la prochaine année, on se retrouve environ la fin septembre, début octobre environ. Il y a deux choses que je demande au directeur à ce moment-là. Oui, les chiffres pour les budgets ou les prévisions de l'année qui s'en vient, mais la deuxième chose, c'est vraiment qu'est-ce que c'est que vous prévoyez finir cette année. Donc, c'est quoi vos prévisions pour que je puisse à ce moment-là prendre des décisions et
par la suite que vous pouvez faire des transferts aux réserves en conséquence, soit envoyer l'argent en réserve ou vice-versa. Donc, c'est là qu'on se situe en termes de temps. Donc, il faut tout décider ça durant ce temps-là environ. Donc, à ce moment-là, ma première ligne en haut, mes deux colonnes, donc la première colonne, c'est le fonds de fonctionnement général. Deuxième colonne, c'est le fonds de fonctionnement d'eau et d'égout. Vers la fin septembre, lorsque c'est que j'ai demandé ces informations-là au directeur, et qu'on compile toutes ces informations-là, on prévoyait un surplus de 4 millions au niveau du fonds de fonctionnement général. Fonds de fonctionnement d'eau et d'égout, environ 500 000. Les chiffres que vous voyez en bleu, donc la première, ça, je vais vous l'expliquer dans ma présentation qui suit, ainsi que le prochain qui s'en vient. Donc, avec un surplus de 4 millions qu'on prévoyait, au mois de décembre, on vous a suggéré de faire des transferts à la réserve de 3,7 millions au niveau du général, afin de se garder quand même une petite balance de 300 000, s'assurer que, bon, ben, est-ce qu'on prévoit d'autres choses qui pourraient arriver qu'on ne sait pas? Donc, on veut quand même faire sûr qu'on a assez d'argent pour des éventualités qu'on ne sait pas. Même chose au niveau de l'eau et l'égout. On a suggéré des transferts de 400 000 qui ont été faits. Et puis, ça donnait un surplus de 100 000 qu'on prévoyait à ce moment-là. Comme de raison, le 3,7 et le 400 000, on suit le plan financier, c'est-à-dire qu'en premier lieu, ça s'en va dans le fonds de fonctionnement, dans la réserve de fonctionnement général d'eau et d'eau d'égout, afin de maximiser ces deux réserves-là, qui est de 5 %, comme Mme Casey a mentionné. Par la suite, la balance va dans les réserves de capital. Comme cette année, il y a quand même un gros montant qui a été dans les réserves de capital et qu'on a utilisé pour les travaux justement de capitaux 2022. Ça nous a donné l'option ou les argents disponibles afin d'en faire plus sans aller emprunter plus. Okay. Ensuite, qu'est-ce qui suit? C'est qu'est-ce qui est arrivé entre mois d'octobre, décembre. Là, les chiffres réels sont arrivés. Donc, on compare les prévisions avec les chiffres réels. Ce qui apporte 250 000 de plus au niveau du fonds de fonctionnement général et un montant de 410 000 pour le fonds de fonctionnement d'eau et d'égout pour arriver en bout de ligne au surplus comme vous pouvez voir présentement, le 590 000 et le 511 000. Donc, je vais poursuivre en vous expliquant un peu les chiffres en bleu. Donc, le 4 millions et le 250 000 dans le général et le 500 000 et le 410 000 dans l'eau et l'égout. Donc, au niveau des 4 millions, ça commence avec un gros chiffre, le 1,6 million. C'est des revenus qu'on ne s'attendait pas, que la province nous a donné en surprise à travers la province, à toutes les municipalités, au prorata de la population. Ils ont reçu de l'argent du fédéral et ils ont distribué ça aux municipalités. Pour nous, ça nous a donné un 1,4 million de plus qu'on a reçu. On a pris ce 1,4 million-là, puis on l'a mis en réserve de capital, qui faisait partie du 3,7 millions. De plus, il y a eu l'annulation de l'ECRP. L'ECRP, ça, c'est au niveau de chaque valeur des résidences. Exemple, tu peux avoir une maison d'évaluer à 300 000, maintenant, je vais vous dire, chiffrant, 305 000, mais pour quelque raison, puis là, je ne sais pas c'est quoi la raison, il y avait un 5 000 de réduction à la valeur, puis finalement, tu étais taxé sur 300 000. Tu avais une valeur de 305, taxé sur 300 000. Là, la province a éliminé cet écart-là, qu'ils appelaient l'ECRP. Donc, tout le monde est taxé selon la valeur de la propriété. Donc, dans ce cas ici, le 305 000. Donc, en annulant cet écart-là, ça nous a donné un 250 000 de plus pour nous dans nos coffres. Donc, on ne s'attendait pas non plus. Donc, ça crée un surplus. Le deuxième chiffre, c'est le 1,2 million au niveau des salaires. Il y a 3-4 raisons ici. Premièrement, il y avait quand même plusieurs nouveaux postes en 2021 qui avaient été acceptés au budget. C'est sûr que ces nouveaux postes-là, c'est pas vrai qu'ils vont être pourvus puis tout de suite au 1er janvier. Il y a un laps de temps. On les budgète pour l'année au complet, mais ils sont rien que pourvus plus tard durant l'année. Donc, ça crée un surplus. En deuxième lieu, les personnes vont en congé de maladie. Ça arrive, surtout du court terme. Lorsque ça arrive, mais leur salaire, ce n'est plus la ville qui est responsable de leur salaire, c'est les assurances qui payent à ce moment-là. Puisqu'on a les salaires de budgétés, mais qu'on n'a pas besoin de les payer, ça crée un surplus. En troisième lieu, il y a aussi les postes vacants, c'est-à-dire les personnes qui partent au cours de l'année, puis avant qu'ils sont justement, qu'on réembauche une autre personne pour le nouveau poste, il n'y a eu
plusieurs durant l'année, donc qui fait en sorte qu'il y a eu un surplus là aussi. Donc, c'est un peu ça qui est au niveau des surplus salaires de 1,2 million. Au niveau du 300 000 de revenus de permis de construction moins le centre aquatique, c'est-à-dire les permis de construction, c'est toujours difficile à savoir, prévoir combien de revenus qu'on va avoir là. Donc, on va quand même assez prudent de ce côté-là. On budgète à 350 000. Finalement, on a reçu 750 000. Donc, il y a eu un 400 000 de surplus là. Cependant, le centre aquatique, lui, c'est l'effet contraire, c'est-à-dire à cause du COVID, on avait budgété une année normale, on n'a pas eu autant de monde au centre aquatique, donc on a eu un petit déficit de ce côté-là. Donc, un moins l'autre donne 300 000 net environ de surplus. On a un 300 000 au niveau de Kodiak Transpo, 2 raisons là aussi. Par le temps qu'on avait fait accepter nos budgets 2021, à ce moment-là, eux nous ont revenus avec un autre budget. On l'avait déjà accepté, ils nous ont revenu avec un budget un peu inférieur. Ça a créé un surplus tout de suite, celui-là. Deuxième raison, c'est avec les programmes de demande, réservation à la demande, de transport à la demande. On a fait en sorte que ça nous a permis d'économiser là aussi. 300 000 au niveau des événements annulés. Là, on parle de le 15 août, Imaginaire, ces gros événements-là que finalement, à cause du COVID, n'ont pas vraiment eu lieu. Donc, il y a eu des économies de ce côté-là. Comme autre surplus opérationnel, là, il y en a une panoplie. Là, comme justement, à cause des événements qui étaient annulés, ça coûtait moins cher en communication parce qu'il y a moins de publicité, il y a moins d'outils promotionnels, ce genre d'items-là. Il y a aussi le déneigement, a coûté 150 000 de moins que budgété. Vos dépenses, justement, vous n'avez pas été nulle part à cause, puis de la même façon pour les employés aussi, au niveau de la formation, c'était beaucoup moins que ce qui était budgété. Il y a quand même le COVID. Là, quand je dis COVID, c'est-à-dire qu'il a fallu quand même embaucher du personnel dans les arénas, s'assurer pour les masques et ainsi de suite, prendre les notes, vérifier, voir ce que les personnes étaient vaccinées. Mais ça, c'est un 100 000 de plus qu'on n'avait pas au budget. Mais on avait quand même assez de surplus dans les autres items qui font en sorte qu'on a quand même sorti avec un 500 000 environ de surplus au niveau de l'opération. Il y a un 200 000 en dernier lieu qui est de plus, c'est-à-dire en négatif, donc il nous a coûté de plus. C'est-à-dire il y a 2 dettes qu'on a payées cette année, qui est bien. On avait un renouvellement d'emprunt d'environ 350 000 qu'on a dit, hey, on a l'argent pour le payer, on va le faire. Mais dans le 350 000, il y avait quand même une portion qui appartenait à Expansion Dieppe, qu'eux nous ont remboursé. Donc, finalement, le net à nous a été environ 125 000-150 000. Et puis, il y a le billet à ordre. Ça, c'est un billet qu'on avait pour le terrain juste à côté, ici, à côté du Champlain et la rue du Marché, qui a été vendu. L'entente qu'on avait avec les propriétaires, c'est qu'on pouvait payer sur 5 ans ce terrain-là à raison de 70 000 $ par année. Et finalement, parce que c'est qu'on l'a vendu, l'entente disait aussi, si vous le vendez, payez-les toutes. Donc, on l'a tout payé, donc on s'est libéré du billet à ordre sur ce terrain-là. Donc, c'est un peu ça qui était le 4 millions de surplus estimé au niveau opérationnel. Comme je disais tantôt, le prochain surplus, le 250 000, c'est la différence entre qu'est-ce qu'on estimait finir l'année versus qu'est-ce qu'on a réellement terminé l'année avec. Puis là, c'est beaucoup de petits montants. J'essaierai pas trop d'aller en détail comme que je viens de faire là tout de suite. Exemple premier, on a eu un surplus de 55 000 au niveau de l'électricité. Assez simple. On avait reçu la facture de novembre. Les arénas étaient quand même assez élevés. On a dit, oh boy, OK, il faut qu'on budgète quand même assez haut pour décembre. Finalement, les arénas, c'est NB Power et Énergie Nouveau-Brunswick qui a fait un estimé pour novembre. Arrivé en décembre, ils s'est aperçu que l'estimé était trop haut pour novembre. Ça fait nous a donné un crédit en décembre. Moi, j'avais déjà comptabilisé une dépense, donc surplus il y a. Donc, c'est toutes des petites choses de même qui arrivent. Au niveau des programmes, même chose. On pensait faire telle activité, finalement, ça n'a pas eu lieu. On pensait on va les remplacer par d'autres. Ça n'a pas eu lieu non plus. Créer un surplus de 30 000 $. Et ainsi de suite. Signaux de circulation, les rénovations, réparations ont été moindres qu'anticipées. L'essence, ça a coûté moins cher parce que justement, l'économie au niveau du déneigement, ils ont moins voyagé malgré que l'essence coûte plus cher, mais on a eu quand même une économie avec des budgets. Donc, c'est un peu ça, les activités qui ont fait en sorte qu'on a eu 250 000 de plus qui s'est rajouté. Au niveau de l'eau et l'égout, donc, ici, on estimait un surplus près de 500 000, de 480 000.
Le premier, 200 000 de salaire, je n'ai pas vraiment besoin d'expliquer. Je vous l'ai expliqué tantôt. C'est la portion eau et égout des salaires en général, parce qu'il y a toujours une petite portion qui est quand même affectée à l'eau et l'égout. Au niveau de l'achat de l'eau, on a utilisé moins d'eau qu'anticipé, c'est-à-dire que je prévoyais une augmentation de 2 % de l'utilisation de l'achat de la ville de Moncton pour l'eau, et finalement, on a eu une réduction de 5 % du chiffre que moi j'anticipais. Donc, on a utilisé moins d'eau qu'anticipé. Au niveau des utilisateurs d'eau et d'égout, donc les unités, c'est-à-dire que les maisons résidentielles qu'on a à Dieppe, je prévoyais environ 8 800 unités. Finalement, il y en a eu un peu plus de 8 900 unités. Donc, ça a grossi plus vite qu'anticipé, qui fait en sorte que ça a créé un 100 000 de ce côté-là. Et le dernier 100 000, c'est au niveau de la gestion de la foresterie. Donc, on fait un petit peu de sylviculture, si on veut, au niveau du terrain qu'on appartient au niveau de la source d'eau. Et avec les arbres qui sont coupés pour créer des chemins d'accès, ces genres de choses-là, on le vend et ça crée des ventes de près de 100 000 $. Donc, qu'est-ce que c'est qu'on prévoyait terminer avec l'eau et l'égout? Comme surplus, on a transféré environ 400 000 en réserve de ces 480 000-là. Par la suite est venue la différence entre qu'est-ce qu'on prévoyait versus qu'est-ce que c'est qui est réellement arrivé. Le 100 000 qu'on voit ici, c'est les ventes au compteur d'eau. Tantôt, je vous ai expliqué, parce que vraiment, l'eau et l'égout, on facture deux choses. Frais fixe, qui est résidentiel, et le frais variable, qui est les compteurs d'eau. Au niveau des compteurs d'eau, il y a eu un 30 000 mètres cubes de vendus de plus qu'anticipé. Donc, ça a créé un 100 000 de ce côté-là. Le capital de l'opération, le 130 000, c'est surtout relié au projet de la rue Bourque et le projet de la rue Chemin-Melançon, c'est ça. Ces deux projets-là se sont terminés tard dans l'année. Nous, on demande nos prévisions environ septembre, octobre. Comme de raison, les prévisions ont été off, si on veut. Donc, on a économisé un peu 130 000 par rapport à ce qu'on pensait que la dépense allait être pour terminer les travaux. 100 000 de dépenses opérationnelles, c'est travaux publics, ingénierie au niveau de la source d'eau, des tests pour l'eau aussi, ce genre d'activité-là. 40 000 salaires, achat d'eau, donc 40, 20 000, 20 000. Donc, c'est des petits montants, je n'irai pas trop en détail. Donc, ça donne un peu une idée de quelle façon qu'on fonctionne et qu'on arrive avec les surplus. Puis là, je vous présente à nouveau la même diapositive que je vous ai présentée au début, qui donne vraiment le sommaire de quelle façon qu'on est arrivé aux 590 000 et le 511 000 de surplus. Si vous avez des questions. Merci. Question. Le Parlement du Conseil. Merci. À vous deux. Merci bien. Alors, ça nous amène tout simplement, rapidement, il n'y a pas de questions du public. On m'a avisé au début de la réunion qu'il n'y avait pas de questions du public aujourd'hui. Alors, adoption du procès-verbal de la réunion du 11 avril, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal du 11 avril dernier est approuvé tel que présenté. Maintenant, du côté des motions, mémorandums et nominations, au 10.1, développement communautaire, Monsieur Melançon. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, comme premier dossier, c'est pour faire l'adoption des taux de tarifs pour les kiosques d'événements. Alors, c'est déjà un bon signe qu'on est en train de planifier des événements pour l'année 2022. Alors, on va investir dans notre vie communautaire cette année. Alors ici, le tarif ou le tableau résume ça par 4 catégories au niveau de la vente de nourriture, des artisans, des articles promotionnels et aussi pour des organisations à son but lucratif. Nous allons faire par invitation d'avoir des vendeurs pour nos événements tels que les mercredis chauds, l'été au Parc Rotary Saint-Anselme, la Fête du Canada, la Fête des Acadiens et les plaisirs sur glace à la place 104.
Alors, lorsque le Conseil adoptera ce tableau, nous pourrons par la suite faire l'invitation et recevoir les propositions de vendeurs. Alors, c'est notre recommandation de l'adopter tel que présenté. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Boudreau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte le tableau de tarification annexé au mémorandum en date du 12 avril 2022 concernant les kiosques aux événements organisés par la municipalité en 2022. Je le propose. Alors, proposé par la conseillère Boudreau, appuyé par la conseillère Turgeon-Roy sur la question. Sur la question, Madame Godbout. Merci. Je suis généralement en faveur de la résolution, mais je me demande, peut-être dans les années futures, ou si vous avez déjà regardé, étudié la possibilité d'utiliser des tarifs différentiels pour essayer d'encourager certains comportements qu'on aimerait voir, par exemple, des marchands ou de nourriture, choix santé, choix plus familial, choix quelque chose comme ça, que lorsqu'on amène nos jeunes enfants aux activités, il y a quelque chose pour les familles, des choix qu'on veut faire pour eux autres. Alors, des fois, on peut faire des tarifs différentiels pour encourager certains marchands qui veulent peut-être pas rentrer dedans, mais les encourager à le faire. Ce serait une façon de venir satisfaire nos autres politiques et encourager certains comportements qu'on veut voir. Merci. Pris en note. Merci. Autres questions ou commentaires? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène maintenant au 10.2 du côté finances pour l'adoption des états financiers. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Voilà. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adopte les états financiers audités de la Ville de Dieppe pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021, tel que présenté par la firme Ernst & Young. Je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appelé par le conseiller Lanteigne sur la question. Sur la question, Mme Godbout. Juste un point de clarification, étant donné que les états financiers qui nous ont été présentés sont les états ébauches et exigent des révisions, notamment des erreurs de lecture ou d'autres choses, incluant peut-être nommer tous les membres du Conseil. On pourrait juste me demander, est-ce qu'il faut qu'on dise ébauche ici ou sujet à la révision faite? Je le vois juste comme ébauche, fait que je veux juste clarifier là, qu'on adopte pas ceux-là qui sont là, mais ceux-là qui sont révisés puis qu'on y accorde l'occasion de faire les corrections. Oui, c'est ça. Madame Godbout, on a remarqué qu'on a oublié son nom à la deuxième page. Fait qu'on va l'ajouter de la version finale, mais peut-être bien l'ajouter de la résolution. Oui. Avec une petite modification d'ajout de mon nom comme membre du Conseil. Ou juste comme et révisé, là, une fois révisé, là. C'est juste ça que je voulais dire. Là. Je présume, si vous m'assurez que ça, cette résolution-là présume les corrections. On présume. Éditorial. On se fait confiance entre nous. Oui. Je sais que des fois, c'est difficile. Là, non, c'est ça. Je voulais juste le mentionner que c'est les ébauches. Il y a des petites corrections. Puis si c'est présumé, ça va. C'est bien. Alors, pas d'autres questions? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Aux arrêtés municipaux, numéro... Ça termine les sujets ce soir. Oh, il n'y en a pas. Oui, regardons ça. Et alors, avis de motion, il n'y en a pas non plus. Non. Je ne veux pas présumer, là, mais il n'y a pas de... et puis, ça nous amène aux demandes de renseignement de la part des membres du Conseil. Et je crois que ça m'amène... Je pense à M. Lanteigne. Je pense que je dois commencer de l'autre côté, la dernière fois. Chicanez-vous pas, là. OK? Allez-y, M. Golette. Une chose, il y avait un citoyen qui m'avait demandé le coin de l'Amiro puis le chemin Falls Creek pour le passage, quand le monde marche à travers du chemin Falls Creek. Il aurait été possible d'avoir un enseigne pour montrer qu'il y a un piéton. Ouais. Je sais qu'on ne va rien faire là pour une couple d'années, vous avez dit, là, les lumières. Je ne veux pas lumière, je veux savoir, comme vous avez mis sur le chemin de Melançon, vous avez mis juste un enseigne, qu'il y a des personnes qui traversent. Madame. Merci, M. le maire.
Si je comprends bien, la traverse est déjà peinturée, puis c'est au bout du chemin Fox Creek quand tu arrives à l'Amiro? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est peinturé. Ben, il faudrait que ce serait fait de nouveau. Là. Ben, on va dire que le monde qui vient d'Amiro S, parce que c'est souvent qu'ils tournent sur le Fox Creek Road, puis des fois, il y a le vide, puis ils tournent. Puis c'est beaucoup de monde qui traverse pour aller au parc, puis ça, dans les sentiers. Ça ralentirait peut-être la vitesse et tout. Parce que tu sais, tu vois une enseigne de piéton. Vous avez mis une enseigne là pour la maison de Douaron. Ça sera alentour de là. Peut-être on met un qui vient sur l'autre sens. C'est que d'habitude, les enseignes pour les traverses de piétons, c'est quand c'est comme mi-bloc. Quand c'est au bout d'une rue comme ça, les gens ont déjà un arrêt à faire au bout du Fox Creek. Donc, il n'y a aucun endroit qu'on a des enseignes pour piétons. Il faudrait juste vérifier que ça rencontre les normes là, de l'Association de transport du Canada. Je ne pense pas que ça les rencontre, mais on va vérifier. OK, merci. Merci, c'est tout? C'est tout pour moi. Madame Boudreau. Merci, Monsieur le maire. J'aimerais remercier tous les bénévoles qui contribuent à la communauté, puis ceux qui ont été soulignés ce soir. Comme conseiller Brideau, j'aimerais aussi remercier les bénévoles qui ont participé au nettoyage dans le cadre du Jour de la Terre. J'ai participé moi aussi. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est autour des commerces, puis des développements. Il y a des grosses poubelles pour ramasser les déchets, mais on voit aussi surtout beaucoup de déchets qui sont à l'extérieur de la poubelle. Est-ce qu'il y aurait moyen de sensibiliser les commerces à nettoyer périodiquement parce que ces déchets-là, ils s'en vont dans le vent, ils finissent sur d'autres terrains de la ville, puis inévitablement dans l'eau, des endroits dans la nature qui ne devraient pas avoir de déchets. Est-ce qu'il y aurait, je ne sais pas, le secteur de communication qui pourrait travailler là-dessus? On en prend note, puis on va voir ce qu'on peut faire. Oui, merci. C'est tout. C'est tout. Monsieur Brideau. Merci, Monsieur le maire. Ben, c'est tout pour ce soir. Je n'ai rien à rajouter. Merci. Je vais vous prendre votre parole et fermer votre micro immédiatement. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Moi non plus, je n'ai rien pour ce soir. Micro fermé. Madame Turgeon-Roy. Moi non plus, j'ai rien pour ce soir. Bonne semaine. Ça fait trois prises. Alors, Madame Godbout. Merci. Moi, un merci spécial aux vérificateurs pour leur excellent travail et présentation ce soir. C'était vraiment clair. Merci, Mme Casey, comme toujours. Et puis, un merci aux employés pour leur collaboration avec ce travail. Les résultats sont excellents, comme on s'en attendait aussi. Mais il ne faut pas oublier l'effort que ça peut représenter dans le travail de nos employés, des vérificateurs et de leur collaboration pendant la période de vérification. Alors, un gros merci à Stéphane, à toi et ton équipe. Je sais que c'est un travail qui est quand même ardu parfois, mais ça nous apporte les informations qu'on a besoin pour ensuite te renfiler après ça les autres informations et ton équipe. Alors, merci beaucoup à la fois les employés et aux vérificateurs. J'apprécie bien l'information. Et aussi, un gros merci aux bénévolats. Et puis, c'est tout pour ce soir. Merci. Merci, M. Lantaigne. Merci, M. le maire. Rien d'autre à ajouter, sauf que, effectivement, en cette semaine de l'action bénévole, moi aussi, j'aimerais de souligner et de remercier infiniment tous les gens, les bénévoles qui s'impliquent dans notre communauté. On sait que sans nos bénévoles, les gens qui donnent gracieusement de leur temps, on n'aurait pas nécessairement la qualité de vie qu'on a là. Puis il y a bien des choses, des activités, des événements que notre population ne pourrait contribuer. Donc voilà, merci à tous nos bénévoles. Puis merci à tout le monde et bonne soirée. Merci bien. Merci juste pour remercier l'inspecteur Jolette, puis de nous amener ces jeunes gendarmes-là. Je pense que ça va être quand même intéressant de rencontrer ces nouveaux gendarmes dans un milieu un peu plus accueillant. On ne souhaite pas les rencontrer sur le chemin. Ceci étant dit, bonne fin de soirée à tous.